la, au public d'accéder différemment, parce que je pense que chaque musée déploie des trésors d'imagination pour que les choses soient, pour que les gens puissent réaccéder. Donc voilà, nous sommes en live, ça démarre et bienvenue à tous et à toutes qui nous regardaient en live sur Facebook. On va prochainement mettre ce live également sur YouTube pour les personnes qui n'ont pas envie d'être dans un système fermé. Donc, je suis Marjane Abadi, la directrice Institut Mindfulness et c'est dans le cadre de les journées mondiales de Slow Art que nous avons mis en place le Mindful Art Spring, où nous avons eu l'occasion d'observer plusieurs œuvres d'art, plusieurs œuvres à travers une méthode que j'ai mis en place qui s'appelle Mindful Art. Et j'ai le plaisir et l'immense privilège d'avoir avec moi Aurélie des musées d'Orléans, Monsieur Julien DeVos des musées des arts anciens du Namur et Madame Laetitia Portal qui est DG d'Acoustic Guide pour tous les pays francophones. Veuillez m'excuser Aurélie, au bout de 2 jours de live en continu, j'oublie mes mots et il n'y avait pas moyen, j'ai eu un blanc, il n'y avait pas moyen de me rappeler de votre nom de famille. Il n'y a pas de souci. Aurélie Le Sieur. Aurélie Le Sieur, donc une de nos belles partenariats pour présenter des œuvres d'art avec un regard croisé, historien d'art et mindful art. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette première édition organisée en un temps marathon. Est-ce que ma présentation de vous était complète? Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Donc, c'est très bien. Donc, dans ce cas-là, je me permets de vous poser ma toute première question qui est, à la sortie de votre première expérience, votre première participation à Mindful Art, quel était votre ressenti? Eh bien, je vais commencer du coup. C'était une expérience très intéressante sur plusieurs pans. La première chose, c'est finalement de pouvoir tenter de redécouvrir pour ma part une œuvre donc, des collections des musées d'Orléans que j'ai la chance jusque-là de découvrir très souvent, presque tous les jours, ces derniers temps et en très petit comité. Et donc, c'était l'occasion de l'appréhender d'une autre manière. Et en effet, de pouvoir échanger un petit peu avec les publics, étant donné que ces derniers temps, ça a été très difficile de pouvoir échanger avec des publics autour d'une œuvre. Donc, ça faisait énormément de bien de retrouver cette expérience-là, de pouvoir échanger. Et effectivement, échanger dans un cadre différent, de ne pas effectivement s'arrêter que sur l'histoire de l'œuvre, mais de pouvoir la découvrir au travers eh bien, d'une approche eh bien, effectivement méditative, contemplative, de rapport aussi aux émotions. Et ça, c'était quelque chose voilà, de très intéressant. La dimension du regard, enfin, de regarder autrement les œuvres, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et qui intéresse aussi les musées d'Orléans de manière générale. Donc, c'est vrai que c'était une expérience à vivre. Et effectivement, le fait de pouvoir échanger avec les participants autour de ça, c'était très, très intéressant.
Merci. Oui, pour ma part également, c'était très, très riche et surtout avec Acoustigui, on travaille énormément, bien sûr, en partenariat avec différents musées, différentes institutions culturelles, notamment sur la problématique de pouvoir faire venir au musée, faire venir aux œuvres d'art d'autres publics et Mhm. qui, pour différentes raisons de se sentir avec pas assez de bagages, ce qui est faux parce qu'il n'y a pas besoin d'un bagage particulier pour venir, mais qui eux-mêmes se mettent des barrières et qui, du coup, voilà, ne prennent pas de temps, ne prennent pas de plaisir ou n'y vont pas assez souvent au musée. Et là, surtout avec les échanges que nous avons eus avec toutes les participantes et les participants, à quel point effectivement c'est une pratique qui enrichit et qui, je pense, peut permettre effectivement de donner accès à d'autres publics, voilà, l'accès à toutes ces œuvres et surtout pas avoir à se dire c'est un musée en entier mais on s'arrête, on prend le temps, on fait une œuvre, deux œuvres, Mhm. voilà et on est ensemble et on vit vraiment quelque chose de différent sans que j'ai besoin de savoir quel siècle, sans que j'ai besoin de connaître le peintre, sans que j'ai besoin voilà, d'avoir une quelconque notion, mais je vais pouvoir rentrer dans l'œuvre, moi en tirer quelque chose, repartir avec quelque chose de particulier qui va pouvoir continuer à me nourrir. Voilà, et ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant et ça correspond, je pense, à beaucoup de problématiques que rencontrent les musées à l'heure actuelle pour essayer de faire venir d'autres publics. Voilà. Oui, alors moi, je vais vous donner mon ressenti à moi, évidemment, parce que nous, on a la chance ici, pour le moment, en Belgique, d'être ouvert. Et ça semble être pour encore de longs mois. Donc, visiblement, on ne sera pas fermé. Et donc, on a une atmosphère particulière de visite pour le moment, puisqu'il y a des normes, il y a moins de gens, il y a une façon aussi de se déplacer, du temps limité. Et moi, ce qui m'a frappé de cette expérience, c'est que ici, le temps était un peu illimité. Mhm. Donc, on a vraiment pris le temps de se poser, de contextualiser autrement que ce qu'on peut avoir dans une visite guidée, c'est-à-dire pas évidemment sur les détails, effectivement, les dates, le moment, le personnage, qu'on peut en retracer, sa technique. C'était vraiment simplement de prendre le temps, de s'arrêter et puis simplement d'observer. Et je pense que c'est une des démarches auxquelles on est très attaché ici, c'est qu'il y a plusieurs façons d'aborder une matière, il y a plusieurs façons d'aborder l'art de manière générale, mais l'observation est absolument nécessaire. On n'a pas toujours l'occasion, beaucoup, d'intervenir sur cette façon d'observer, simplement, hein, de décrire, de se promener, de regarder les arrière-plans, de regarder les constructions, de donner ses impressions. Et cette technique de méditation permet simplement déjà de s'arrêter, de prendre le temps de respirer pour simplement se plonger, se laisser absorber dans l'œuvre. Et donc ça, c'était vraiment une impression. Quand j'en suis sorti, je me suis dit, mais c'est pas plus mal, parce qu'on n'a jamais ce temps-là, et ici, on a pris le temps. Et je crois que c'est une des clés de découverte. Donc cet aspect-là de découverte, pour moi, a été, au sortir de cette expérience-là, particulièrement intéressant. Magnifique. Je me réjouis de vous entendre décrire votre expérience. Et nous, il se trouve qu'avec l'œuvre de votre musée, Julien, il y a eu des personnes qui l'avaient déjà vu il y a quelques semaines. Et donc, c'était leur deuxième expérience. Et ils disaient qu'ils étaient venus juste parce que c'était voilà, c'était dans le cadre du festival, donc ils pouvaient y venir. Et ils avaient quand même pu retourner et en retirer d'autres choses qu'ils n'avaient pas expérimenté la première fois. Donc, j'ai eu cette impression que la relation, plutôt qu'une relation statique, j'ai vu, c'est fini de voir, ça devient une relation dynamique. Je découvre et je redécouvre et je redécouvre. Et comme l'évoquait Laetitia tout à l'heure, il y a cette question d'amener les personnes au musée, mais il y a cette question aussi, est-ce qu'on va une fois voir juste une fois, juste pour dire j'y étais, ou est-ce qu'une relation réelle se tisse avec une œuvre d'art? Et là, pour moi, c'était la première fois que je voyais des gens refaire une œuvre. Et voir que ça prenait aussi, qu'ils redécouvraient et qu'ils avaient de la joie et du plaisir à le redécouvrir.
Oui, tout à fait. C'était la session où j'étais hier et effectivement, ensuite, on a eu parce que vous faites la méditation, puis on a un échange en petits groupes dans des petites salles autonomes. Mm. Et c'était un vrai plaisir d'échanger justement avec, voilà, c'est une partie des participants et participantes sur leur expérience et effectivement qui redécouvrent autre chose, qu'ils se réapproprient l'œuvre autrement, qu'ils ont un cheminement différent. Et Je voilà. pense que c'est ça qui est intéressant, évidemment, puisque ce qu'on a je suppose aussi que c'est la même chose à Orléans, très beau musée que j'ai eu la chance de découvrir il y a déjà quelques années. C'est que, évidemment, vous avez ce qu'on appelle les aficionados, enfin ceux qui sont en tout cas habitués aux collections et qui ne viennent de notre musée, qui nous, en plus de ça, a des collections vraiment très, très différentes. Puisqu'on va quand même du XIIe siècle jusqu'au début de la Renaissance. Et donc, vous avez des gens qui ne viennent que pour les tableaux, que pour les paysagistes, que pour Henri Blaise. Puis, il y en a d'autres qui viennent que pour le trésor, l'orfèvrerie, etc. Et on les encourage toujours à leur dire que finalement, le musée, c'est pas simplement faire toutes les collections. Ça peut être ne venir, ne se poser, ne voir qu'un tableau et repartir, parce que celui-là, on y tient et on a envie de le voir plusieurs fois, de le voir, de le revoir, de le découvrir, de le redécouvrir, et qui peuvent prendre le temps. Alors évidemment, les conditions actuelles font que c'est difficile, parce qu'il n'y a rien à faire, il y a des conditions de réservation, il y a un temps limité, etc. Mais de manière générale, ça peut arriver qu'on ait ce type vraiment de visiteurs qui ne viennent que pour une collection, voire un tableau. Et on l'encourage évidemment, puisque je crois que les musées du 21e siècle qui sont finalement centrés sur l'humain et sur le visiteur, et le média, c'est l'objet ou la collection qu'on présente. Évidemment, c'est très important, cette démarche-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je ne me rappelle plus Orléans, mais en tout cas chez nous, les prix sont très, très démocratiques parce que c'est symbolique comparé à réellement ce que ça coûte, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils viennent, se posent, interagissent, se déposent, viennent manger dans notre jardin, puis reviennent à l'intérieur de la salle pour redécouvrir ces collections. Je crois que c'est vraiment fondamental. Et de nos jours, on fera de plus en plus comme ça. On vous dira que c'est de la consommation. Non, ce n'est pas de la consommation. C'est simplement se poser, prendre le temps et découvrir. Et au fond, les méditations comme ça, à distance et sur le net, permettent ça. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils peuvent le voir 10 fois le tableau, surtout quelque chose comme cette œuvre-là, qui est très riche. Hein, ce n'est pas simplement un portrait, ce n'est pas simplement une nature morte, c'est une scène biblique qui est remise dans un contexte beaucoup plus grand. Eh bien, ça leur permet de s'attacher aux détails et de réfléchir, de se poser. Et je pense que de plus en plus, dans les démarches qu'on a, même si on est ouvert ou en confinement total, on va de plus en plus vers ça. Et le faire en numérique, c'est aussi très bien. C'est vraiment quelque chose d'absolument nécessaire. Effectivement, c'est une porte d'entrée pour ceux qui n'avaient encore peut-être jamais franchi la porte des musées. Et puis c'est vrai que dans cette situation, ça nous permet finalement de voyager de musée en musée aussi et de pouvoir découvrir une partie des collections de certains lieux qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est vrai que cette question-là aussi de l'accès est plutôt intéressante. Et puis c'est vrai que tout à fait, c'est vrai que les musées aujourd'hui tendent vers cette approche aussi du lieu de vie, du lieu qu'on peut s'approprier, que l'on peut découvrir avec ses propres envies et ses propres passions. Et c'est vrai que les approches différentes ou de transdisciplinarité qui permettent de lier justement des disciplines entre elles, comme effectivement là, l'histoire de l'art et la méditation, ça permet effectivement de peut-être de dire aux personnes qui ont pour habitude de faire de la méditation par ailleurs, dire tiens, bah voilà, il y a cette approche-là, peut-être que ça m'intéresse justement de faire de la méditation un petit peu différemment et de le faire à partir des œuvres d'un musée et vice-versa, des personnes qui ont l'habitude de découvrir les musées qui se disent bah, effectivement, ça peut être une autre voie, une autre manière de découvrir un lieu que je connais ou que je ne connais pas d'ailleurs. Mais effectivement, cette question d'échange et de pratique permet en effet le fait de toucher différemment les publics, hein, comme ça a été présenté. Et puis en effet, la relation à l'œuvre, c'est quelque chose aussi qui est très présent dans les collections d'Orléans. On dit toujours qu'on va parler au tableau et qu'on va essayer de créer une relation comme un être humain, en fait, quelque part. Et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et c'est vrai que j'ai aussi ressenti voilà, ce dont vous parliez sur la dimension
de rapport à l'œuvre. C'est quelque chose qui est aussi partagé en ce sens au Musée d'Orléans et qu'on a pu retrouver aussi dans l'expérience de Mindful Art, étant donné que l'on a pu créer un sentiment de proximité, en fait, malgré le numérique, malgré l'absence de matière peut-être que l'on peut découvrir sur place. On a cette relation de proximité qui s'est quand même installée avec l'œuvre, et étant donné qu'en plus l'œuvre, en tous les cas pour les musées d'Orléans, c'était un portrait de famille qui était assez invitant, on avait envie de les retrouver, d'appartenir à cette famille. Et donc, il y avait aussi cette approche-là que je partage tout à fait, en effet. Et en plus, d'un point de vue, enfin, moi, je vois dans le côté médiation, effectivement, large et technologique, puisque c'est notre partie, où de plus en plus, les choses sont demandées avec des casques, des réalités virtuelles, où chacun est enfermé, en fait, dans son expérience. Et voilà, c'est là, au contraire, on remet de l'humain dans la médiation, je trouve, et en groupe. Donc, c'est une autre, voilà, c'est vraiment quelque chose de… Effectivement, on prend plus de temps, c'est plus doux, c'est plus calme, c'est plus technologie, il faut des 3D, des réalités virtuelles. Là, on s'arrête, on respire et l'œuvre est découverte autrement et ensemble. C'est vrai que c'est la dimension effectivement collective et je pense importante. Et voilà. Et pour nous qui effectivement faisons ce métier de médiation, je pense que c'est vraiment voilà, une très belle et une très riche expérience pour d'autres voies possibles que l'éternelle course technologique à celui qui va sortir le plus beau casque 3D ou la plus belle application. Et c'est très beau, c'est très riche. Donc, merci en tout cas pour cette belle découverte. Ça me touche énormément. Je me nourris de ce que vous dites parce que quand j'ai créé cette méthode, il y avait deux choses qui étaient très très présentes dans mon esprit. C'était le poème de Rumi où il parle des deux savoirs, où il sépare les deux types de savoirs, c'est-à-dire un savoir qu'on acquiert par les livres, par un enseignant. Et il dit c'est un savoir qui vient comme nous ajouter quelque chose, nous alourdir de quelque chose. Et il y a un savoir qui vient éveiller quelque chose qui est à l'intérieur de nous déjà, qui ne demande qu'à être découverte, qu'à être comme une fontaine qui ne demande qu'à jaillir parce qu'il y a eu quelques plaques tectoniques qui ont bougé. Et donc, et l'autre chose que j'avais tout le temps à l'esprit pendant la création de protocole, il y a 3 ans, c'était comment c'était le Petit Prince. C'est ce cheminement de temps qu'on prend qui fait que une relation s'installe et qu'une rose devient la rose et que c'est très différent de toutes les autres roses dans le jardin des roses et que nous prenons ce plaisir à voir cette rose unique. Et donc, en vous entendant, je vois qu'il y a les deux choses qui sont là. Et avec le temps, il y a un troisième élément qui s'est rajouté, c'est que l'humain qui expérimente Mindful Art, au fur et à mesure, développe de l'intérieur cette compétence d'établir le lien tout seul, donc deviennent autonomes. Dans mon métier de psy, on peut avoir des psys qui rendent des gens dépendants et des psys qui rendent des gens indépendants. Très rapidement, la personne s'approprie les outils pour s'envoler seule, s'appliquer seule. Et donc, très rapidement, nous aussi, on va aller vers la mise en place d'une formation pour que les médiateurs, les médiatrices aussi attrapent les clés et pouvoir le transmettre et que les gens puissent aussi, au bout de 2, 3, 4 fois qu'ils expérimentent, ils puissent avoir le goût et l'envie d'aller découvrir eux-mêmes sans qu'il y ait forcément, comme vous disiez Laetitia, la lourdeur technologique. On est équipés pour développer, déployer nos ailes émotionnelles, relationnelles avec une œuvre.
Je Je ne sais dirais pas qu'on si ne peut ça quand vous même parle. pas se passer de la technologie, mais c'est une approche complémentaire. Voilà. L'approche technologique qu'on a parfois, je ne passe pas des casques de réalité virtuelle, mais en tout cas, ce qui est vraiment table, numérique, etc. Nous, on a beaucoup investi pour ce type-là de matériel, mais c'est parce que ça permet d'obtenir d'autres choses. Que ce soit simplement parce que ça permet d'appréhender différemment les objets, ne fût-ce que parce que la vitrine, le dispositif mis en place ne le permet pas, et que si vous voulez aller très loin dans le détail, alors c'est vraiment un adjuvant, quelque chose qui va vraiment vous aider à percevoir l'objet dans ses détails. Et donc ça, c'est un peu ce que vous avez fait d'ailleurs, hein. On fait un détail, on va un peu plus loin dans le tableau, on s'oriente vers telle ou telle dimension du tableau, ça c'est possible de le faire, ou alors parce qu'il peut introduire une dimension de jeu ou de s'interroger sur des questions et donc avoir une espèce de lien entre l'œuvre, la tablette, on va revenir vers la tablette, on va aller retourner vers l'œuvre pour aller vérifier, puis on va voir ce qu'on ne peut pas voir, les dessins sous-jacents, les choses comme ça. Ça, c'est vraiment une autre dimension. Mais aussi simplement celle de l'esthète, hein, celui qui est là en face et qui veut rentrer en relation parce qu'il aime, parce qu'il est attiré, c'est pas très bien pourquoi, ou parce que ça l'interpelle, ou parce que justement ça fait appel à un vécu ou à une autre dimension. Et ça, je pense que cette dimension-là, elle est absolument nécessaire dans un musée, hein. Le musée, il doit aussi offrir cette promenade picturale dans lequel on se sent envahi, on se sent bien, on se sent parfois on peut détester aussi une œuvre, hein, profondément, ça vous irrite, ça provoque en vous une irritation. Et voilà, donc je pense qu'il y a le dispositif, il y a tous les dispositifs, et puis il n'y a rien à faire. Et les deux sont humains, hein, mais il y a quelque chose qui est plus sensitif et qui justement demande du temps, demande de se poser et de réfléchir. Et ça, la méditation, telle qu'on l'a vécue ici, permet de le faire. C'est une des voies d'accès parmi les nombreuses voies. Oui, dans mon propos sur la Clairement. technologie, évidemment, la technologie a sa place, mais c'était aussi pour recentrer le contenu est primordial. Et ensuite, il y a effectivement le média technique dans lequel on choisit de le mettre. Mais l'approche, je pense, est de mettre le contenu vraiment au centre de ce qu'on veut transmettre et pas la technologie Oui, il faut absolument des casques de réalité augmentée. Et puis, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Là, ça oui. permet de regarder différemment, de se dire, voilà, en fait, on se recentre. Voilà, ça, c'est le message important. Et puis après, technologiquement, si jamais ça peut passer par une application, on va regarder l'outil qui va être adapté au contenu et non pas cette course à la technologie. Et puis après, se dire, qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà, c'était juste le propos spécifique sur la technologie. Magnifique. C'est vrai, c'est très complémentaire. C'est très, et puis je trouve que, comme vous dites, Laetitia, le contenu est important. Pour le moment, il y a cette espèce de aussi crainte de, et si ça devient virtuel, quelle serait la place du musée comme lieu de vie? Et tel que le proposait Julien, le musée, comme Aurélie vous en avez parlé aussi, comme lieu de vie, lieu de réappropriation de la vie, ça devient important. Et je pense qu'à partir du moment où on développe une relation intime avec une œuvre, la virtualisation peut amener cet aspect ludique, cet aspect jeu, cet aspect peut amener énormément. Mais en tout cas, de mon expérience, ce que j'entends tout le temps des personnes qui participent, c'est je ne connaissais pas cette œuvre. Pourtant, je vais tout le temps à ce musée ou je ne connaissais pas ce musée. Dès que je pourrais y aller, j'ai envie d'y aller. Et donc, cette envie de reprendre contact, pour moi, c'est quelque chose d'important. Reprendre contact avec ce lieu de vie que vous faites chacun à votre manière, vivre tous les jours dans vos métiers. Est-ce que
vous avez envie de rajouter quelque chose avant qu'on clôture notre échange au bout de ces 2 jours de Mindful Art Spring? J'espère qu'on vous verra à la prochaine version dans un an. Mais avec plaisir. Volontiers, évidemment. Donc, merci encore. Un tout grand merci pour votre participation à cette aventure et au plaisir de se voir peut-être un jour en vrai. Oui, Ce serait l'idéal. tout à fait. Et de concrétiser des projets ensemble, effectivement, voilà, soit par des moyens techniques simples de micro et de casques qui permettent de garder les distances, voilà, de faire des groupes en gardant les distances dans malheureusement ces contextes de Covid que nous connaissons. Donc effectivement, là, la technologie sur simplement un micro, un casque, je pense est très, très adaptée voilà, au rythme que nous avons et spécialement pour la pratique de la méditation collective, voilà, un outil simple et pratique ou sous forme d'application. Enfin, je pense qu'il y a voilà, beaucoup de choses à essayer de développer ensemble pour approfondir et diffuser, démocratiser. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, oui. Merci beaucoup. Et merci à Amandine. Elle est là, qui a veillé sur tout le fonctionnement, la mise en place de ce grand projet pour notre petite équipe. Merci Amandine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, ça y est, c'est la clap de fin. Et on est à Konya. Là, ça s'est allumé, là, le mausolée. Je peux peut-être approcher un peu, comme ça vous voyez de l'extérieur, le mausolée de Rumi. C'était un des inspirateurs de ce projet. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt, oui. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Julien de vous être prêté